Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mon compte-rendu du Paris Audio Vidéo Show 2025 qui s'est déroulé du 25 au 27 octobre au Palais des Congrès à Paris. C'est un salon organisé conjointement par Son Vidéo et Sonovente. Alors sur la partie Son Vidéo, le salon met en avant la hi-fi, grand public mais aussi très haut de gamme, le home cinéma et le divertissement avec des concerts et aussi des interviews. Sur la partie Sonovente, le focus est mis sur le matériel à destination des professionnels. Bon, pour ma part, j'ai axé ma visite sur la hi-fi et le casque, un petit peu comme au salon haute fidélité. Et d'ailleurs, à ce propos, le compte-rendu que je vais faire sur ce salon est un bon complément à celui que j'avais effectué sur le salon haute fidélité que vous pouvez retrouver sur ma chaîne également. Bon, allez, j'arrête de bavarder et puis on commence la visite. Générique! Je vais commencer cette visite de PAVS avec un stand qui m'a beaucoup plu. C'est le fabricant français Diptyque qui présentait ces grosses, ces imposantes enceintes. Alors c'est des enceintes un peu particulières parce qu'il s'agit de panneaux isodynamiques. Et moi j'aime beaucoup les panneaux, voilà, comme ça c'est dit. Bon, je sais pas si je peux vous parler de dimensions concernant cette enceinte. Je préfère employer le terme mensuration parce que bon, vous allez le voir, hein, finalement c'est une enceinte qu'on peut appeler monsieur. Elle fait 1,86 m de haut, elle fait 70 cm de large, 38 cm de profondeur, et puis elle pèse 88 kg. Donc on peut l'écouter sans forcément lui serrer la main, mais finalement ces deux panneaux sont presque deux personnes de plus dans la famille, j'ai envie de dire. Bon, il faut quand même avoir de la place. Alors, c'est une enceinte qui est capable de fournir du grave. Elle a une réponse en fréquence qui se situe entre 22 Hz et 44 kHz. Et puis tout ça pour la modique somme de 50 000 euros. Alors effectivement, c'est une somme, mais vous allez voir, c'est quand même extrêmement bien. Mais ça, je vous en parle juste après. Du côté des électroniques, alors là, on a tout un set Atoll. On est sur le plus haut de gamme, hein. Donc vous pouvez voir tout en haut le lecteur CD, c'est le CD 400 Evolution. Juste en dessous, le streamer, l'ST300. Et puis vous avez deux blocs de puissance AM400 Evolution. Tout cela drivé par un ampli intégré préampli IN400 Evolution. Alors pour ce qui concerne le câblage, comme vous pouvez le remarquer, c'est Esprit qui s'en occupe. Alors à l'écoute, moi ce que j'ai ressenti pour cette session, pour cette écoute dans cette salle, ce que j'aime avec ces panneaux qui sont capables de faire du grave sans être accompagnés d'un caisson, c'est cette grande cohérence entre les différents registres. Et puis, comme tout le temps avec les panneaux, en tout cas comme souvent, comme je le ressens avec les panneaux, c'est beaucoup de rapidité, beaucoup de transparence, et puis surtout beaucoup d'immédiateté dans le son. Quand vous écoutez un piano, quand vous écoutez, je sais pas moi, une percussion, vous la ressentez presque physiquement. Il y a une extrême transparence qui fait que je trouve toujours l'écoute grisante, impressionnante, presque physique même, je dirais. Et puis il y a également cette ampleur dans le son qui, évidemment, quand on voit la taille du tweeter, quand on voit la taille des panneaux, enfin voilà, on est sur 1,86 m, c'est assez saisissant. Voilà pour ce que j'ai à en dire. Moi, c'est une écoute que j'ai beaucoup aimée, mais de toute façon, comme vous le disiez, j'aime beaucoup les panneaux. Allez, on passe à autre chose maintenant. Sur le stand Klipsch, je me suis arrêté pour aller voir et écouter les électroniques Onkyo. Alors, c'est un peu une résurrection, mais c'est pas un miracle parce que Klipsch a racheté Onkyo. Alors, derrière ces enceintes Klipsch Horn, on pouvait voir des électroniques Onkyo, donc un préampli Icon P80. C'est un appareil qui est assez intéressant parce qu'il intègre un DAC, mais également un phono MMMC, et ça c'est pas commun. Il est aussi connecté, il a l'AirPlay, le Chromecast, le Bluetooth. C'est un ampli qui est compatible avec la plupart des connects, les Spotify, Tidal, Cobus Connect. Et puis il intègre aussi une fonction de calibration, parce qu'il intègre Dirac, et je crois qu'il est même vendu avec un micro. Donc c'est vraiment un appareil tout en un très intéressant.
Il est accompagné de plusieurs blocs de puissance Onkyo, donc des Icon M80 qui sont assez costauds, 2 fois 130 watts sous 8 ohms et 2 fois 200 watts sous 4 ohms, derrière des clips horn. Ok. Que dire du son? Bon, j'ai presque envie de vous renvoyer à mes impressions du salon haute fidélité. Cela étant, c'était un petit peu mieux, toujours un petit peu agressif, mais beaucoup moins dans l'aigu. Enfin, quand je dis agressif, en tout cas, ça pique un petit peu. Et puis surtout, dès que le message se complexifie, ça devient bouillon. Bon, on va dire que les clip horn, c'est définitivement pas pour moi. On va voir ce qui se passe du côté du vinyle au PAVS. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à mon ami Ludo Vinyl Addict, qui va très prochainement partager sa passion sur cette chaîne, sa passion très communicative, pardon, pour le vinyle. Mais ça, je vous laisse le découvrir très prochainement. Bon, allez, je retourne dans mon PAVS et puis je commence par vous parler de la très esthétique nouveauté d'Audio-Technica, encore une fois. Audio-Technica qui exposait une platine vinyle haut de gamme, transparente, avec un plateau en acrylique. Alors c'est une platine qui reprend l'esthétique d'une édition limitée d'il y a quelques années. Elle coûte 2000 € et puis elle utilise un entraînement par courroie. À présent, je vais sur le stand Project. Project qui dévoilait 2 prototypes très épurés. Il s'agit des RPM 1 Pro et RPM 3 Pro. Alors ce sont des prototypes en voie de finalisation, ils vont sortir très bientôt, hein. Donc évidemment, hein, c'est impossible quand on est chez Project de passer à côté des éditions limitées. Moi j'ai bien aimé le modèle Elvis qui me fait vraiment voyager. J'ai l'impression de partir à Vegas quand je la regarde. Bon, par contre, tout ce qui se fait à Vegas reste au PAVS, donc je ne vous en dirai pas plus sur ce modèle. Par contre, j'ai pu aussi apprécier le modèle Snoopy que je trouve très amusant, et puis comme celui-là, bah, il n'est pas à Vegas, on peut en parler. Bon, blague à part, j'ai pu aussi passer à côté du stand Dual. Alors Dual, c'est une marque historique allemande. Ils proposaient toute gamme de platines vinyle. Moi, c'est un modèle Bluetooth qui a attiré mon attention. Alors, c'est la CS 529 BT. Je crois, hein, j'ai plus la référence exacte en tête. Bon, alors, moi, je suis pas amateur du Bluetooth. C'est pas ce que j'écoute, enfin, c'est pas ce que j'utilise dans mes écoutes pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Mais en discutant avec le représentant allemand, j'ai appris que cette fonctionnalité Bluetooth ne servait pas uniquement qu'à écouter de la musique avec la platine vinyle. En fait, on pouvait aussi piloter le bras uniquement en Bluetooth sans toucher à la lecture. La lecture se fait en local traditionnellement, mais on peut piloter le bras via le Bluetooth. Et honnêtement, je trouve le concept excellent. Enfin, franchement, je trouve ça génial. C'est vraiment la convergence de deux mondes. On peut rester dans son canapé et piloter sa platine vinyle à distance. C'est presque du strinyle. Voilà. Bon, c'est un mot un peu étrange. Euh, je vous l'offre. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque je vous parlais de diptyque, j'aime beaucoup les panneaux. Et donc très naturellement, lorsque j'ai aperçu Magnépan, bah, je suis allé écouter ces enceintes. Alors là, il s'agit des MG 2.7i, sacrée référence, hein. Alors c'est des beaux bébés, hein. Ça mesure 1,80 m de haut, 56 cm de large pour 4,5 cm de profondeur. Esthétiquement, c'est 2 portes, voilà. Bon, je commente pas le design, chacun se fera son opinion. C'est un petit peu, enfin, c'est moins lourd que les panneaux diptyques de tout à l'heure, mais c'est quand même costaud, ça fait 23 kg et demi. C'est une enceinte qui descend à 40 Hz et qui monte à 30 kHz à plus ou moins 3 décibels. Bah, c'est plutôt intéressant, elle sait faire du grave, même si, de mon point de vue, pour faire les choses bien, ça mériterait d'être accompagné par un petit caisson. Et puis, bah, son prix, c'est presque 8000 € la paire. Du côté des électroniques, ces enceintes étaient accompagnées par justement des très belles électroniques Audio Research, dont le préampli à tube LS2 qui coûte environ 10 500 €. Il y avait l'ampli stéréo aussi, le S200, toujours chez Audio Research, à 15 500 €. Pour la source, je pense qu'il s'agit très vraisemblablement d'un Lumine T3 qui coûte environ 6 000 €.
Et puis pour le câblage, c'était Shunyata. Donc là encore une fois, c'est onéreux mais très costaud. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'écoute de ces panneaux? Bah moi j'ai aimé en fait, j'ai trouvé ça donc je retrouve les qualités des panneaux avec cette ampleur, cette réactivité, cette vitesse, mais j'ai trouvé le mariage des électroniques Audio Research avec Magnépan justement très intéressant parce que je trouvais que ça apportait de la densité, une certaine chaleur, de la texture. J'ai trouvé l'association véritablement intéressante. En tout cas moi j'ai aimé l'écoute. Dirigeons-nous vers les grandes installations, les grosses installations, et je vous emmène chez Dali. Alors, Dali faisait pas les choses à moitié cette année, il présentait sa plus grosse paire d'enceintes, les Dali Core. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, hein, c'est un mastodonte, c'est assez imposant. Ça a un design qui ne trancherait pas dans un film de science-fiction. Elles ont vraiment du cachet, ces enceintes. Alors, comme je vous le disais, elles sont vraiment grosses, imposantes. Alors c'est des enceintes qui mesurent approximativement 1,70 m de haut, elles sont extrêmement lourdes, elles font 140 kg, et puis surtout elles coûtent 100 000 euros. Alors par rapport à la gamme, par rapport au prix de ces enceintes, je vais quand même un petit peu rentrer dans le détail. Elles ont une structure un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, il y a deux haut-parleurs de grave, chacun de 30 cm. Il y a un haut-parleur de médium de 18 cm. Et puis, si vous regardez bien, il y a deux tweeters. Alors, il y en a un, il y a un hybride à dôme textile de 35 mm. Et puis, il y a un autre tweeter hybride à ruban, cette fois-ci, d'environ 5-6 cm de hauteur. Pour la mise en œuvre, ce qu'on peut apercevoir donc sur cette photo, c'est des blocs Michi. Alors, il y a un préampli Michi, et il y a un lecteur CD Michi, et puis il y a deux blocs mono Michi. Et puis attention, ça c'est le piège. Pour le lecteur réseau, c'est un Lumine, j'imagine un Lumine T3. Pour le câblage, je pense qu'il s'agit d'un câblage Esprit, rien n'est sûr, mais c'est bien mon impression quand je regarde la gaine de ces câbles. Pour ce qui est du set Atoll, je pense qu'il était destiné à d'autres enceintes, évidemment moins imposantes que les Dalicore que vous voyez à l'image. Pour ce qui concerne l'écoute, bon alors déjà dans un premier temps, je vais quand même mettre en évidence une chose. À l'image, vous le voyez certainement, ces enceintes, elles sont presque plus grosses que la pièce d'écoute. Il y a un traitement acoustique qui est très sommaire, pour ne pas dire inexistant. Donc déjà, on va poser ces bases-là parce que évidemment, le résultat n'a pas été exceptionnel ni enchanteur. Et puis en plus de ça, je pense pas que le mariage avec les électroniques Michi soit du plus haut niveau. Donc voilà, maintenant qu'on a posé ces bases-là, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai pensé de cette écoute. Évidemment, je ne critique pas l'enceinte parce que de mon point de vue, je n'ai pas pu l'écouter. Dans cette pièce, moi, ce que j'ai entendu, c'est du grave. Beaucoup de grave et encore du grave. Alors effectivement, les 4 haut-parleurs de grave, ils ont bien bossé. Pour le reste, je l'ai cherché et puis je le cherche encore. Bon, c'est un petit peu méchant, ça qualifie absolument pas le niveau de ces enceintes, parce que comme je vous l'ai dit, les conditions sont tellement mauvaises que je considère que ce genre d'écoute est pour moi inexistante. Ces enceintes-là, j'ai pas pu les entendre. Du côté de Sonus Faber et Macintosh, alors Sonus Faber présentait ses nouvelles enceintes Amati Supreme. C'est une enceinte très haut de gamme, une 4,5 voix, assez imposante, mais qui reste quand même de taille raisonnable pour un foyer normal. Cela étant, le prix pourrait être rédhibitoire pour beaucoup d'entre nous. C'est une enceinte à 78 000 euros. Donc, on va dire qu'il faudrait être sacrément sage pour Noël. Enfin, si on veut les avoir à Noël, pardon. Donc, c'est une colonne qui a des dimensions quand même assez imposantes. Elle mesure à peu près 1,20 m de haut. Elle pèse 62 kg. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est disponible en deux coloris, bronze et terracotta. Enfin, c'est pas les noms officiels, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je les vois. Alors, en termes de caractéristiques, c'est une enceinte qui possède deux haut-parleurs de grave de 22 cm, un médium de 16,5 cm, un tweeter de 38 mm et un super tweeter à dôme en soie de 20 mm. Bon, pour ce qui concerne le design, je pense que c'est ce qui saute aux yeux dès qu'on aperçoit cette enceinte. Moi, je la trouve absolument somptueuse.
C'est une enceinte que je trouve racée, élancée, j'ai même envie de dire aérodynamique dans sa forme et même dans ses matériaux. Et puis, quand on la regarde de haut, on a l'impression de voir... il y a une sorte de hublot transparent qui laisse apparaître le filtre. Et en fait, la forme de ce hublot, moi, me fait penser à la signature de Lamborghini. Je sais pas si vous voyez. Et c'est pour ça que moi, cette enceinte, j'ai presque envie de la caractériser comme la supercar des enceintes. Et en parlant de ça, d'ailleurs, je voudrais aussi faire remarquer que le stand en lui-même, qu'il s'agisse de l'ambiance, même de la mise en valeur des électroniques, tout était soigné et c'était vraiment euh, très abouti visuellement du début à la fin. À partir du moment où on rentre, il y avait une ambiance sombre avec les enceintes qui presque jaillissaient du sol, les électroniques Macintosh qui apparaissaient uniquement dans leur couleur verte comme ça. Enfin, c'était avant tout d'être, enfin, avant d'être une expérience sonore, auditive, c'était déjà une expérience visuelle. Bon, il faut que j'arrête de m'étendre là-dessus. Je vais vous parler un petit peu des électroniques Macintosh et puis ensuite je vais arriver au plus important, c'est-à-dire le son, ce que j'ai entendu et ce que j'en pense. Donc pour ce qui concerne les électroniques Macintosh, il y avait sur le stand, enfin dans la pièce, la platine vinyle MT10, assez costaud, hein, 19 000 euros. Il y avait un transport CD, SACD, MCT 500. L'appareil, c'était 8 000 euros. Il y avait le lecteur réseau DAC, la source numérique. Donc, c'était le DS200, 6 000 euros. Il y avait un préampli C12 000 d'une valeur de 24 000 euros. J'ai l'impression que c'est le juste prix. Et puis, il y avait deux blocs de puissance de 1250 watts chacun, les MC 125. Et ça coûte à peu près 21 500 euros. Et puis tout le câblage était du absolu création de mémoire. Bon, on est sur une installation qui vaut à peu près 200 000 euros, donc c'était vraiment, enfin c'est énorme. Bon, on a parlé du design, on a parlé des enceintes, on a parlé des électroniques, on a parlé du tarif. Qu'en est-il du son? Alors, déjà le premier problème, c'est la pièce. La pièce était démesurément grande par rapport aux enceintes, donc bah, malheureusement, ça s'entend et c'est vrai que quand on est tout au fond de la salle, c'est un petit peu compliqué. Elle ne remplissait pas la pièce, malgré la débauche d'électronique et de puissance. Moi, j'ai essayé de me mettre à différents endroits pour essayer d'entendre un petit peu ce que pouvait donner cette enceinte. Alors fondamentalement, ça a l'air d'être du très très costaud. Ça sonnait pas forcément d'une manière exceptionnelle dans cette pièce. Il faut être honnête. Mais ce que j'ai détecté par rapport aux qualités de cette enceinte, c'était que le grave était puissant, profond, qu'il était extrêmement bien tenu, maîtrisé par l'enceinte. Bon, encore heureux, vu le gabarit, vu le poids. Ouais, et du côté des médiums aigus, c'était pareil, tout en maîtrise, net, avec beaucoup d'aération, de lisibilité. Un aigu qui était fin, ciselé. Globalement, l'enceinte est rapide. Après, on n'est pas sur un rendu analogique avec un accent sur les timbres. C'est vraiment quelque chose qui va dans le détail, dans la précision, quelque chose de plutôt net. Je vais pas dire métallique, mais en tout cas un rendu net, efficace, presque racé finalement. C'est un rendu qui correspond aussi aux lignes et même à la texture de l'enceinte visuelle. Euh, bon, sur le papier, on est quand même sur une installation qui vaut près de 200 000 euros, une paire d'enceintes qui vaut à peu près 80 000 euros. Par rapport à ce que j'ai entendu, pour moi, c'est un peu démesuré. Après, je pense que effectivement le son c'est très abouti et en même temps, on achète aussi un objet qui est d'une beauté assez exceptionnelle. Alors pourquoi pas, j'ai entendu d'autres choses dans ce salon qui coûtaient bien moins cher et qui, à mon sens, ne faisaient pas moins bien. Mais je crois que, et ça c'est un sujet que j'aborderai peut-être prochainement, c'est que dans la hi-fi, il y a aussi un moment donné où on se dirige vers le luxe, et donc à partir de là, bah, les prix vont de pair. Bon, faisons une petite pause. Après toutes ces écoutes à plusieurs centaines de milliers d'euros,
J'ai décidé de me diriger vers le stand d'AV Industrie pour y découvrir les nouvelles enceintes colonnes Ellipson. Alors une nouvelle paire de 3220, une enceinte haut de gamme. Alors bien entendu haut de gamme pour la marque, ça coûte 8000 euros. On est loin des centaines de milliers d'euros des écoutes précédentes. Mais néanmoins j'ai trouvé cette proposition très intéressante. Alors c'est des enceintes qui sont accompagnées par des électroniques de la marque, donc 2 blocs mono et un préampli. Pour le DAC, j'imagine qu'il est dans le préampli parce que je le vois pas apparaître sur la photo. Fait intéressant, petit détail intéressant, en échangeant avec le représentant de la marque, il m'a indiqué que ces électroniques avaient été développées par l'ingénieur premier de Microméga. Donc Microméga, une très belle marque, et d'ailleurs qui a été rachetée par la boîte Concept, si je ne me trompe pas. Donc pour ce qui concerne un petit peu ces enceintes et l'écoute que j'ai pu en faire dans cet auditorium presque de fortune, donc une pièce qui ne se prêtait pas à une écoute de qualité, eh bien j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé le grave très tenu, une bonne séparation des différents registres, légumes assemblés net, avec un bon piqué. Tonalement, j'ai trouvé ça très équilibré. Une vraie bonne surprise, c'est une enceinte qu'il faudra vraiment envisager si on a envie de se diriger vers une colonne dans cette catégorie de prix. À présent, je vous emmène chez d'autres Français qui exposaient leurs réalisations. Alors c'était le stand Davis, Jadis et Absolue Création. Alors les électroniques Jadis, moi, me font un peu rêver, hein. Je trouve ça très joli, puis j'adore la sonorité des tubes. Vous pouvez voir donc ces réalisations et notamment une pièce un peu particulière dont entre guillemets, dans l'approche graphique me fait penser un petit peu à certaines réalisations de Kandinsky. Ça, c'est pour les électroniques Jadis. Du côté de Davis Acoustic, alors déjà, si vous regardez un petit peu cette photo, en termes de composition, d'image, je trouve ça très joli. Sur les couleurs notamment, il y a une vraie recherche esthétique. Ce vert, cet éclairage un petit peu jaune, ces matières, le bois, le brillant des électroniques Jadis, ce côté métallique, ce mélange des matières, je trouve ça très joli visuellement. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est les grosses enceintes Davis qui étaient mises en œuvre par les électroniques Jadis. L'enceinte, c'est la Renoir Evolution de chez Davis. Je vais pas m'étendre sur l'écoute parce que j'ai pas été spécialement charmé. J'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai pas trouvé ça bon non plus. C'était une écoute qui était plutôt équilibrée, plutôt dans un esprit chaleureux. J'ai pas eu la sensation que ce système brillait par sa résolution, sa netteté. Bon, j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de transparence globalement. Après, les conditions étant ce qu'elles sont en salon, c'est peut-être à cause de la pièce. Donc je vais pas m'attarder sur cette écoute et puis on va passer à autre chose. Chez Totem, j'ai pu découvrir la Tribe Tower. Alors la Tribe Tower, c'est l'enceinte que vous voyez en blanche. C'est la petite, elle est toute menue, c'est une colonnette, on va le dire comme ça. Elle est pas bien haute, elle fait 93 cm de haut. Par contre, elle est plutôt lourde, hein, elle fait environ 15 kg. Alors, comme vous pouvez le voir, les haut-parleurs sont pas très gros. Il y a 2 haut-parleurs de grave médium d'à peu près 10 cm. Et puis il y a un tweeter à dôme souple en textile de 3,3 cm. Bon, la réponse en fréquence est plutôt satisfaisante, hein, 30 Hz à 30 kHz. Donc normalement, on devra avoir tout ce qu'il faut, de l'assise dans le grave et puis du détail dans les aigus. À côté de ça, ces enceintes étaient accompagnées donc des électroniques cordes. Alors le magnifique, mais vraiment sublime corde intégrée Ultima. Et puis au niveau du DAC, c'était un cord de TT2. Alors le cord TT2, je le connais bien. C'est un appareil qui est assez chaleureux, qui donne à l'écoute de très jolis timbres. Et puis au niveau du streamer, c'était un iNUO Z Mini MK3 accompagné de son Alim. Bon, alors voici pour les détails entre guillemets techniques. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'écoute? Bah déjà, j'étais très surpris parce que ces petites enceintes avec ces petits haut-parleurs arrivaient à remplir la pièce de musique, ce qui n'est pas rien, je m'y attendais pas. Et puis ensuite, j'ai vraiment apprécié l'écoute. C'est typiquement le type de restitution que j'apprécie. C'était équilibré, avec un accent chaleureux, pas mal de liant, pas mal de densité, pas mal de texture dans les timbres, des voix très organiques,
Une restitution assez naturelle que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est vraiment une belle découverte, hein. Et donc j'ai oublié de préciser que les enceintes, la paire coûtait à peu près 5 000 euros. Donc c'est plutôt très intéressant. Pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Du côté de chez Atom, déjà la pièce était vraiment sympa. Moi j'aime bien l'éclairage. Je sais pas ce que vous en pensez sur la photo. Il y a une petite mise en scène avec ce coq couleur de la France. Bon, c'est un détail amusant, mais c'est sympa. Moi j'ai alors à l'écoute, on peut remarquer que c'était les petites Sirocco 2.24 qui étaient mises à l'honneur. Alors c'est des toutes petites, enfin c'est des toutes petites, c'est des petites colonnes. Elles font à peu près 1 mètre de haut. Par contre, elles sont assez lourdes, elles font 15 kilos. C'est une enceinte qui est quand même capable de descendre à 40 kHz à moins 3 décibels. Et puis c'est l'entrée de gamme de chez Atom, donc on se situe sur un tarif de 2790 euros. Entrée de gamme en colonne, bien entendu. Alors, du côté de la mise en œuvre, on peut remarquer des électroniques Atoll. Alors pour l'Atoll, moi j'opterais, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais j'opterais pour un intégré 300 ou 200. Je vais partir du principe que qui peut le plus peut le moins, donc on va partir sur un 300. Pareil du côté du lecteur réseau, il me semble apercevoir un ST 200 ou 300, donc je vais retenir plutôt l'hypothèse du 300. Je vois aussi un bloc de puissance, un dual mono Atom RS 700. Et puis, au niveau du câblage, je pense, en voyant ces câbles blancs, qu'il s'agit d'un câblage Atom. Bon, avec tout ça, je pense que l'enceinte était vraiment mise dans de bonnes conditions. Concernant mon ressenti d'écoute, je dirais que c'est une enceinte très rigoureuse. Chaque registre est bien tenu, bien maîtrisé, bien en place. C'est un graphe qui est très tenu, très tendu. C'est pas, il y a pas une énorme emphase dans ce registre-là, mais on sent que c'est maîtrisé. L'enceinte fait la part belle aux médiums et aux aigus. Il y a une belle définition. Pareil, c'est très propre, c'est très net, c'est très maîtrisé. C'est une enceinte qui, à mon sens, a vraiment pas mal de potentiel. Et pour être honnête, j'aimerais bien m'amuser avec parce que je pense que en travaillant l'optimisation, les associations, on peut vraiment arriver à des résultats très intéressants. Parce que techniquement, l'enceinte me semble vraiment aboutie. À présent, on va chez un autre constructeur français qui proposait à l'écoute en démonstration, alors sur un stand totalement ouvert dans la partie open space que j'appellerais moi place du marché de ce salon PAVS. Je vous le dis parce que ça a quand même son importance sur les conditions d'écoute et sur ce que moi j'ai pu ressentir, qui présentait donc ces nouveautés, ces deux nouveautés, à savoir les Phantom Ultimate. Alors cette fois-ci la gamme est plus simple. Cette Phantom se décline en deux versions, la petite 98 décibels et puis la grande 108 décibels. Comme vous pouvez le voir, alors par rapport aux anciens modèles, le design a un peu changé. Je les trouve, moi je les trouve très belles en fait, je les trouve encore plus élégantes et plus fines dans leur design que l'ancienne version. Je ne sais pas si vous le remarquerez, mais la grille en façade a changé. Elle est devenue d'ailleurs un petit peu plus grande. De toute façon, c'est ce qu'a indiqué De Vialet sur le coax médium aigu. Le haut-parleur est de dimension plus grande que sur la version précédente. On peut voir aussi ce revêtement mat, un peu peau de pêche. Et puis sur les joues, cet aspect, je ne vais pas dire glossy, mais en tout cas brillant. J'aime bien le mélange de ces matières, je trouve que ça marche très bien. En tout cas, l'objet en lui-même me plaît beaucoup, mais ça, ce n'est que mon avis et c'est fondamentalement pas le plus important. Alors, comme je vous le disais, c'était un stand totalement ouvert, soumis au bruit de tout le salon, avec la sono à côté, les barres de son de l'autre côté, et puis le monde qui passe. Donc, très compliqué, et bon voilà, la démo de ces enceintes, finalement, je pourrais pas en retirer grand-chose. Quand je suis passé et que je me suis posé un petit peu pour écouter ces deux violets, moi j'ai entendu que du grave. J'ai entendu que des basses à profusion. Je sais qu'il s'agit d'un argument marketing, ok, mais je sais pas, sur des enceintes de ce niveau-là, surtout qui sont capables de produire un son comme je l'entends chez moi, parce que je suis possesseur d'une petite Phantom Reactor, 95 décibels, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Bah là, je comprends pas l'idée de cette démo. Peut-être en mettre plein les oreilles, certainement plein la vue, avec des grosses basses.
Moi, je vais quand même vous dire ce qu'un ami m'a raconté parce qu'il a pu les écouter dans des conditions plus confortables, plus agréables, on va le dire comme ça, pas en conditions salon. Et en fait, il m'a dit que tout simplement l'enceinte était plus équilibrée, avec un médium aigu qui était plus en place par rapport à la précédente version qui avait tendance à les mettre un petit peu en retrait, notamment sur les médiums surtout. Et puis un grave plus rapide, un petit peu plus tendu, ça fait du bien à l'enceinte, même si c'était déjà sa force dans les itérations précédentes. Euh, Moi, ce que je pourrais vous en dire, c'est que bah, j'aime beaucoup Devialet parce que déjà, c'est une solution simple, très efficace. Et puis en plus, maintenant, ils ont enrichi la connectivité de l'enceinte. Elles sont compatibles Tidal Connect, Spotify Connect et certainement Qobuz Connect à l'avenir. Donc ça va être vraiment plus pratique pour streamer. Il y a également un égaliseur, si je ne me trompe pas, 5 bandes, donc qui sera vraiment pratique pour bah, justement permettre à l'enceinte de s'exprimer de manière plus équilibrée en fonction de l'endroit où vous la mettrez dans votre pièce. Pour moi, ça c'est des ajouts qui ont une réelle importance. Et puis ce que je vous dirais, c'est pas forcément de vous fier à ce type de démo, ni à ce que vous entendez dans ces espèces d'aquariums en magasin, parce que pour avoir un modèle, un exemplaire chez moi, ça sonne plutôt pas mal, les timbres sont plutôt bons, et alors effectivement, c'est pas une écoute très réaliste, mais c'est fun, et ça marche plutôt bien, et sur à peu près tout. Voilà ce que j'ai à dire pour ces deux violets. Faisons une petite escale du côté du casque. Alors, c'est pas le salon le plus intéressant pour faire des écoutes au casque. C'est très bruyant et puis les stands sont mal disposés. Comme j'aime le dire, tout ce qui est écoute au casque est placé sur la place du marché. Sur la place du marché, vous avez les barres de son qui hurlent, vous avez la sono qui leur répond, puis au milieu de ça, vous avez des stands. Par exemple, le stand Mézé qui est pris à un croisement comme ça. Bon, il y avait quelques nouveautés, j'en ai sélectionné une, c'est la TH ADX 7000, donc c'est le nouveau flagship d'Audio-Technica. Pour l'écoute, je peux pas vous en dire grand chose. C'est un casque qui était mis en œuvre d'une façon assez étrange. On est sur un casque à 3 500 € avec une mise en œuvre qui doit pas dépasser les 100 ou les 200 €. Alors, j'entends bien que le prix ne fait pas tout, mais dans le monde de la hi-fi, enfin, il n'y a pas vraiment de miracle. Je pense que du côté de chez Audio-Technica, pour un flagship, surtout pour une démonstration, ils auraient pu faire quelques efforts. À cela s'ajoutent les conditions extrêmement bruyantes. Pour un casque ouvert, c'est juste impossible. Donc j'ai pu le poser sur mes oreilles. J'ai entendu qu'il fonctionnait, hein, il y avait du son qui sortait. Je suis incapable de vous en parler. Par contre, bah, j'ai trouvé le casque plutôt confortable. Puis esthétiquement, comme vous pouvez le voir, c'est une affaire de goût. Mais il est plutôt joli. Et puis les matériaux m'ont l'air tout à fait nobles. Du côté de Chiodez, je suis passé, c'était amusant parce qu'ils étaient aussi sur la place du marché, en fait comme tous les casques. Il y avait un arbre à casque, je trouvais l'image intéressante, c'est amusant. Pareil que pour Audio-Technica, on met un casque sur les oreilles pour se dire qu'on l'a fait, mais au final, on ne sait pas trop ce qu'on a entendu. Donc pas d'avis sur Odez. Enfin si, j'ai un avis parce que j'en ai possédé pas mal, mais là, actuellement, sur le nouvel Odez, je ne peux pas me prononcer. Mais ce sera intéressant de pouvoir en écouter à l'avenir. Bon, je vais passer le stand Meze parce que j'en ai parlé dans ma vidéo du salon haute fidélité. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller la voir parce que c'est un bon complément de cette vidéo consacrée au PAVS. Et là, je vais appréhender, pour moi, alors c'est pas une nouveauté, mais pour moi, c'est quand il est présent sur un salon, c'est l'écoute à faire. Je vais vous parler du Sennheiser, l'HE1. Donc vous le voyez, c'est assez atypique hein, comme présentation. Vous avez un gros bloc de marbre avec à l'intérieur un ampli, mais aussi une source, il y a un DAC à l'intérieur. Vous avez 8 tubes. Vous avez également un emplacement pour y déposer le casque. Donc c'est vraiment une expérience. Déjà, l'objet en lui-même est une expérience. Sur le stand, il était accompagné en transport réseau d'un no-render. Bon voilà, conditions très bruyantes.
Je vais m'appuyer sur ce que j'ai entendu et sur les souvenirs des différentes rencontres que j'ai pu faire avec ce casque, parce que mine de rien, il date un petit peu quand même. Euh, Concernant mes impressions d'écoute par rapport à ce Sennheiser HE1, je ne peux pas utiliser de termes caractéristiques entre guillemets audiophiles parce que pour moi en fait ce casque est une évidence et ça dépasse la qualification de musicalité. Je ne vais pas parler d'image, parce qu'en fait tout est en ordre, tout est en place. Il y a une vraie cohérence. Il y a il y a un vrai naturel à l'écoute. On pose le casque sur la tête, on ne se pose pas de questions, on est simplement baigné dans la musique, tout est en place. Et je vais pas chercher le ah tiens l'aigu il est un petit peu abîmé, ah le grave il est un petit peu en manque. Non non, ces questions ne se posent pas. On est simplement libéré de toute contrainte et on vit pleinement le moment, la musique. C'est très beau. C'est une écoute qui est fluide, limpide, chaleureuse et je dirais organique, réaliste, voilà, pour essayer de définir ça, hein, pour y poser quelques mots. Euh, Avec ce casque-là, très clairement, alors c'est un casque qui coûte 80, enfin c'est un casque, c'est un combo qui coûte 90 000 euros, mais à ce prix-là, réellement, Sennheiser est sur le toit du monde. Maintenant, on retourne chez un constructeur d'enceintes françaises. Il s'agit là de TET, qui présentait une paire d'enceintes haut de gamme, une paire d'enceintes colonnes, les Nora Evo. Donc, haut de gamme par leur prix, 22 700 euros, puis haut de gamme véritablement par leur performance. On est sur une enceinte qui est capable de descendre jusqu'à 36 Hz et de monter jusqu'à 30 kHz. C'est une colonne pas forcément très haute, environ 1,10 m, mais assez dense, assez lourde. Pèse 34 kg. Le câblage interne, c'est absolue création. Alors, je vais juste m'étendre 2 minutes sur son design. Moi, j'aime bien, elle a des lignes très tranchées, je dirais même ciselées. Il y a cet aspect imposant, monolithique, mais en même temps raffiné. Dans cette couleur, sur cette photo, moi, elle me ferait presque penser aux statues de l'île de Pâques. Voilà. Bon, ça c'est la petite parenthèse perso. Pour accompagner ces enceintes dans cette démo, alors derrière ces bâches, il y avait des électroniques spec pour l'amplification et la préamplification. Il y avait en source un lecteur CD sous le note accompagné d'une cloque sous le note. Et puis pour la partie streaming, c'était du New Prime, assez haut de gamme. Mes impressions d'écoute sont très bonnes. J'ai trouvé, je vous disais, cette enceinte, elle est monolithique, très puissante dans son, comment dire, dans son visuel avec des arêtes tranchées, c'est fin, c'est ciselé. Et ben l'écoute, c'est un petit peu ça. C'est beaucoup d'aération, beaucoup de technicité, beaucoup de lisibilité dans le message, une scène sonore profonde et assez large. C'est très fin, c'est très ciselé. Le grave est très tenu, très tendu et en même temps présent. L'aigu, je le trouve fin, ciselé, beaucoup de transparence. Alors c'est pas une écoute qui est très analogique, mais en tout cas c'est très clair, très net, très rapide. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais finir ce tour du salon PAVS 2025 avec le stand Magico. Alors, comme vous pouvez le voir, le stand était très joli, très belle mise en scène. Toujours ce côté un peu high-end avec ce rétro-éclairage, cette obscurité. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces panneaux en verre étagé comme ça qui donnent du relief, un petit peu un côté un peu surnaturel, pardon, à cette installation. Donc sur cette belle installation, vous pouvez voir des enceintes colonnes Magico, les Magico S2. Donc ce sont des enceintes 3 voix avec un tweeter de 28 mm à dôme beryllium avec surcouche diamant. Ce sont des enceintes qui intègrent un haut-parleur de médium de 12,7 cm et deux haut-parleurs de grave de 17,8 cm. L'enceinte mesure 1,10 m et pèse 60 kg. Et tout cela pour la modique somme de 51 000 euros. Ça va, il y en a pour son argent. Le ratio poids-prix me semble respecté. Et donc, pour alimenter ces monolithes, du côté des électroniques, on avait donc un amplificateur intégré Pilium Leonidas MY25. Alors, lui coûte 43 000 euros, mais bon, voilà, il pèse 100 kg. Donc là encore, on est dans un ratio prix-poids très intéressant.
À cela s'ajoute un lecteur CD, SACD streamer, attention, il fait tout celui-là, Wadac Studio Player qui coûte 43 500 euros. Et puis il y avait également un traitement secteur Ether Telos Audio Design et le tout était câblé en cristal câble. Bon, je pense que nous sommes sur une installation qui tourne environ autour des 120 000 euros. Donc ça s'adresse pas à tout le monde, c'est énorme. De toute façon, à ce niveau de prix, on va plus parler de rapport qualité-prix, il n'y a plus vraiment de raison. Il n'y a pas de mesure en fait à ce niveau de prix. Moi je pense que ça se destine exclusivement à des gens qui peuvent se le payer déjà, et puis c'est la passion qui prime. On n'est plus du tout on est dans la passion absolue. Bon, moi j'ai beaucoup aimé l'écoute. C'est peut-être même le système qui m'a le plus plu dans ce salon. Et si je devais définir mon ressenti d'écoute, je reprendrais peut-être mon retour du casque Sennheiser HE1, mais là cette fois-ci pour des enceintes. Tant j'ai trouvé l'écoute maîtrisée, naturelle, c'était simple, c'était limpide en fait. J'ai trouvé les timbres criants de vérité, il y a une vraie cohérence en fait qui permet de s'immerger totalement dans la musique. Pour moi, c'est très naturel. Voilà, je pense que c'est la seule chose que je peux dire de cette installation. Ah non, si, j'en ai une bonne. Magico à Paris, c'est magique. Pour conclure sur cette édition 2025 du PAVS, il y avait du bon, il y avait aussi du moins bon, et puis il y avait aussi du pas bon du tout. Bon voilà, ça c'est la langue de bois, non mais la langue de bois d'usage. Mais non, pour être plus sérieux, ce que j'ai pas aimé, c'est la place du casque dans ce salon. Il y avait vraiment pourtant de belles propositions, notamment sur stand Meze. Et puis même, il y avait une nouveauté chez Audio-Technica, il y avait des choses qui étaient présentées chez Odez. Enfin bon, bref, tout plein de choses qui mériteraient d'être écoutées. Et malheureusement, c'est impossible parce que ces stands-là sont positionnés dans une sorte d'open space, c'est dans l'espèce de grand hub central, une espèce de place du marché, comme je le disais dans la vidéo. Et dans ces conditions-là, c'est inécoutable. Il y a le stand Meze, il est entre un démonstrateur de barre de son qui met le son à fond et puis un autre démonstrateur de sono qui lui répond. Donc c'est vraiment très compliqué. Bon, heureusement quand même que du côté des enceintes, j'ai pu faire de belles écoutes et même de très belles écoutes. J'ai même découvert des petites choses, des petites marques qui ne m'ont pas laissé indifférent. Mais ça, bon, voilà, j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Euh, et puis, euh, et puis voilà pour moi. Donc, vous d'ailleurs, si vous étiez à ce salon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur, des choses qui vous ont plu particulièrement ou que vous n'avez pas aimé aussi, En tout cas, ce sera intéressant de l'échanger dans la rubrique commentaires. Et puis moi, je pense que j'ai tout dit. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.